Bien, dans un deuxième temps, on s'intéresse à ce qui se passe pendant la méiose, comment s'effectue le brassage de l'information quand on a plusieurs caractères qui se transmettent d'une génération à l'autre. Attention à cette vidéo, il est absolument fondamental qu'à côté de ce que je vais dire ici, que vous allez écouter, que vous allez tenter de comprendre, il est fondamental que vous preniez des notes et que vous refassiez des démonstrations, que vous réécriviez les croisements, en réécrivant les génotypes, les phénotypes, en étant sûr que vous compreniez ce que vous écrivez, notamment dans ce qui concerne les représentations chromosomiques. Alors, le brassage de l'information au cours de la méiose. On va voir qu'il existe deux brassages. Brassage interchromosomique, brassage intrachromosomique. Brassage interchromosomique, ça va concerner des gènes portés par des paires différentes de chromosomes, ce qu'on appelle des gènes indépendants. D'accord? Ça, c'est absolument fondamental. Le brassage interchromosomique va désigner, dans la phase de première division de méiose, la migration aléatoire des chromosomes d'une même paire. Bien, ça, on va expliquer ce que c'est. Ensuite, on va s'intéresser à un deuxième brassage, le brassage intrachromosomique. Inter, entre les chromosomes, intrachromosomique, à l'intérieur des chromosomes. On va voir que entre les chromosomes d'une même paire, il peut y avoir des échanges d'informations. C'est le brassage intrachromosomique. Donc les deux brassages que vous devez parfaitement connaître et comprendre, c'est le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique. Bien, prenons l'exemple du brassage interchromosomique et revenons à Mendel. Mendel s'intéresse non plus à un seul caractère, mais à deux caractères. Il va croiser des pois dont les fruits sont jaunes et lisses, avec des pois dont les fruits sont verts et ridés. On s'intéresse donc à deux gènes portés par deux paires différentes de chromosomes, essentiels. C'est ce qu'on appelle des gènes indépendants. Un premier gène qui code pour la couleur de la graine, jaune ou vert, et un deuxième gène qui code pour l'aspect de la graine, lisse ou ridé. Bien. En première génération, il obtient des pois qui sont tous jaunes et lisses. Comment expliquer les choses? Eh bien, de la manière suivante. J'ai un parent P1, variété pure, donc homozygote. Ce parent P1 est jaune et lisse. Deux gènes portés par deux paires différentes de chromosomes. Une première paire de chromosomes, une deuxième paire de chromosomes, ici chromosome à deux chromatides. Sur chacun des chromosomes, j'ai le même allèle. Donc ici, par exemple, il sera jaune sur ce chromosome-là, et je retrouverai l'allèle jaune sur l'autre chromosome. Il est ici allèle donc lisse, et je retrouverai l'allèle, oula, attention, je retrouverai l'allèle L lisse sur l'autre chromosome, comme ceci. D'accord? Donc il est homozygote, jaune-jaune, premier chromosome, double barre, lisse-lisse, deuxième paire de chromosomes, double barre. Son phénotype, c'est jaune, lisse. L'autre parent P2, il est vert ridé, variété pure, donc homozygote pour les deux gènes. Il sera donc vert-vert, sur le premier chromosome qui est là, j'ai l'allèle couleur verte, d'accord? Et sur l'autre chromosome ici, puisqu'il est variété pure, j'aurai l'allèle couleur ridé. D'accord? Il sera donc homozygote vert ridé, de phénotype vert ridé. Quels sont les gamètes fabriqués par chacun de ses parents? La méiose sépare les chromosomes homologues. Donc ce chromosome va migrer d'un côté, et avec ce chromosome qui migre d'un côté, migrera un de ces chromosomes-là. La première division sépare les chromosomes homologues, la deuxième division sépare les chromatides. À la fin, j'aurai donc un gamète qui possédera une chromatide avec l'allèle jaune, l'autre chromatide avec l'allèle ici lisse. L'autre parent P2 qui est là aura un gamète avec l'allèle couleur verte, l'allèle couleur ridée. La fécondation rétablit la diploïdie. Donc les deux chromosomes qui sont là, les deux grands chromosomes, vont se retrouver. Je suis ici jaune-vert hétérozygote. Ces deux chromosomes qui sont là vont se retrouver. Je suis ici lisse-ridé hétérozygote. La F1 sera hétérozygote, jaune-vert, lisse-ridé. Et de phénotype, jaune, lisse. Là voilà, c'est ce qu'avait trouvé Mendel. Donc Mendel, tout ça, il connaissait pas. Il constate que quand je croise un parent P1 jaune et lisse avec un parent P1 vert et ridé, variété pure, en F1, j'ai toujours une graine jaune et lisse. Comme si le caractère ridé avait disparu. Comme si le caractère vert avait disparu. En fait, il n'a pas disparu. Ce qui se passe avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est que je peux dire que l'allèle couleur jaune est dominant devant l'allèle couleur verte, l'allèle couleur l'allèle aspect lisse est dominant devant l'allèle
aspect ridé. Vous marquerez l'écriture que j'ai pu utiliser ici, majuscule parce que dominant, minuscule parce que récessif. Ceci n'étant pas une démonstration, mais une convention d'écriture. Bien. Ensuite, je vais croiser deux F1 entre elles. Je veux connaître le résultat et comprendre ce résultat. Comprendre le résultat du croisement de deux F1, c'est comprendre les gamètes produits par cette EF1. Là, voilà cette EF1. Elle est hétérozygote. Quels sont les gamètes que cette cellule peut produire? Et c'est là que va intervenir la notion de brassage interchromosomique. Inter entre les chromosomes. J'ai ici une paire de chromosomes, j'ai ici l'autre paire de chromosomes. D'accord? En métaphase de première division méiotique, les chromosomes se positionnent dans la plaque équatoriale. Ce chromosome qui porte ici l'allèle jaune se positionne dans la plaque équatoriale. L'autre chromosome qui porte, l'autre paire, qui porte le gène qui code pour l'aspect de la graine, lisse ou ridée. Eh bien, le chromosome qui porte l'allèle ridé peut se positionner de ce côté-là, avec le chromosome qui porte ici l'allèle jaune. Mais ce chromosome qui porte l'allèle ridé, il peut aussi se positionner de l'autre côté. Ça veut dire qu'en métaphase de première division de méiose, j'ai plusieurs dispositions possibles des paires de chromosomes. Et ces différentes dispositions sont toutes équiprobables. Pourquoi c'est important? Parce que si je prends cette disposition qui est là, prophase, métaphase, en anaphase, les chromosomes homologues se séparent. Ce qui veut dire que si je prends cette disposition-là, à la fin de la méiose, j'aurai un gamète qui aura l'allèle couleur jaune, porté par ce chromosome, plus l'allèle graine ridée porté par ce chromosome. L'autre gamète aura l'allèle ici couleur verte et l'allèle ici aspect lisse. Mais si j'ai cette disposition, j'aurai ce gamète qui portera l'allèle couleur jaune, ce gamète qui portera l'allèle aspect lisse. Et j'aurai ce gamète qui portera l'allèle couleur verte et ce gamète qui portera l'allèle aspect ridé. Ça veut dire que avec ici deux gènes portés par deux paires différentes de chromosomes, je peux obtenir 4 gamètes dans les mêmes proportions. 4 gamètes équiprobables. Attention, ce schéma qui est là, ce n'est qu'un support de schéma. Il manque beaucoup de légendes fonctionnelles pour expliquer ce que c'est. Là, je n'ai fait que des traits et des ronds. Il faudrait rajouter des légendes, mais ça, c'est le travail que vous avez à faire, vous, dans votre cours. Attention aussi, c'est qu'au départ, là, je suis parti d'une F1 qui a des chromosomes à une chromatide. Avant que la méiose commence, il faut une réplication de l'ADN pour passer de chromosomes à une chromatide et des chromosomes à 2 chromatides. OK? Donc, voilà le travail qu'il y a à faire. Je vous donne les bases. Maintenant, à vous de refaire les schémas pour comprendre ceci. Et pour comprendre que si les gènes sont portés par deux paires différentes de chromosomes, gènes indépendants, je peux alors avoir 4 gamètes possibles dans des proportions équiprobables. Ceci résultant de la séparation indépendante des chromosomes à l'anaphase de première division de méiose. Ce chromosome qui est là en anaphase de première division de méiose, il pourra migrer avec ce chromosome qui est là ou avec celui-ci. Ce chromosome qui est là, il pourra migrer avec ce chromosome-là ou avec celui-ci. J'ai donc 4 possibilités d'association des chromosomes entre eux. En fin de méiose, 4 gamètes, tous équiprobables, avec un génotype jaune lisse, un génotype vert ridé, un génotype vert lisse, un génotype jaune ridé. Qu'est-ce que ça donne lors du croisement? Eh bien, tout simplement, voilà. Alors là, c'est en anglais rough et yellow, green et red, peu importe. Lorsqu'on fait ce croisement qui est là, je retrouve ici, d'accord, mes 4 génotypes de mes 4 gamètes. Ça, c'est ma première F1. Les 4 génotypes ici de l'autre F1. Quand je fais le croisement comme ceci, faites-le, écrivez-le. Écrivez-le en reprenant les conventions d'écriture qu'on a ici. Refaites-moi cet échiquier de croisement et vous vous apercevrez en faisant cet échiquier de croisement qu'on va retomber sur les proportions. 9/16 de poids jaune et lisse, 3/16 de poids jaune et ridé, 3/16 de poids vert et lisse et 1/16 de poids vert et ridé. Donc, les proportions qu'avait prédit Gregor Mendel dans ses études, dans ses croisements de petits pois, s'expliquent par la séparation ici des chromosomes en anaphase de première division de méiose avec les différentes possibilités de séparation de ces chromosomes et donc les différentes possibilités de gamètes. C'est ce qu'on va appeler le brassage interchromosomique avec équiprobabilité des cas. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jaune lisse. 1, 2, 3. 3 vert lisse, 3/16. Ensuite, 1, 2, 3 ridé jaune et une seule ici, ridé vert. 9, 3, 3, 1. Équiprobabilité des cas, brassage interchromosomique. Voilà, ça c'est absolument fondamental et bien le comprendre. Deuxième, ça ce sont les modèles. Deuxième possibilité de brassage.
brassage intrachromosomique qui va se dérouler en prophase de première division de méiose. Ce brassage intrachromosomique, il a été démontré en travaillant sur ce type d'animal, qui est la star de la génétique, qui est la petite drosophile, une minuscule mouche qu'on voit chez nous en septembre, qui flotte sur les résidus de pressage. Pourquoi cette mouche a été beaucoup utilisée en génétique? Parce qu'elle est petite, donc c'est facile de l'élever. Elle se reproduit très facilement. En 10 jours, on peut avoir jusqu'à 200 descendants. Il y a énormément de mutations, donc c'est assez intéressant à étudier. Assez facile, de reconnaître le mâle et la femelle par l'extrémité de l'abdomen. Et puis, pas beaucoup de chromosomes puisqu'il y a uniquement 4 paires de chromosomes. Donc c'est vraiment un animal qui possède des tas de caractéristiques intéressantes pour la génétique. Bien. On va travailler sur 2 drosophiles, variétés pures. Une qui est ici, avec un corps clair et des ailes longues. Et l'autre qui est là, qui a un corps noir et des ailes qu'on appelle vestigiales. Il n'y a presque pas d'ailes. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on va travailler sur ces deux? Alors bien sûr, ce phénotype qui est là, dans la nature, n'existe pas, parce qu'une drosophile qui dans la nature naît sans ailes, elle meurt tout de suite. Par contre, en laboratoire, on va la voir. Qu'est-ce qui est intéressant dans ces phénotypes? C'est que le gène qui code pour la longueur des ailes est sur le même chromosome, c'est le chromosome 2, que le gène qui code pour la couleur du corps. Voilà. Donc là, j'ai des gènes qui sont sur le même chromosome. On dit que ce sont des gènes liés. D'accord? Et le gène qui code pour la longueur des ailes existe sous sous deux allèles. L'allèle L longue, qu'on va écrire VG+, qui est dominant, et l'allèle L vestigial, qui est récessif, qu'on va écrire VG. Vous voyez, là, je prends une autre convention d'écriture, je mets un petit plus quand l'allèle est dominant. Et vous avez l'allèle qui code pour la couleur du corps, qui est sur le même chromosome que l'allèle qui code pour la longueur des ailes, avec le gène qui code pour la couleur du corps, avec 2 allèles, l'allèle couleur claire dominant que je vais appeler B+, et l'allèle couleur noire récessive que je vais appeler B. Bien. Ceci étant dit, je vais donc croiser une variété pure homozygote drosophile corps gris L longue avec une autre drosophile corps noir L vestigiale. En première génération, j'obtiens une F1 qui est ici L longue corps gris. Donc l'allèle corps gris est dominant devant l'allèle corps noir, et l'allèle L longue est dominant devant l'allèle L vestigiale. Comment l'écrire pour bien le comprendre? J'ai ici ma paire de chromosomes. Attention, je fais qu'un double trait. Ce chromosome porte les 2 allèles, VG+, B+, parce que ma drosophile est ici homozygote. Le génotype, le phénotype. D'accord? Ici, je vais avoir l'autre allèle, l'autre drosophile. J'ai ma double barre qui est là, mon chromosome, avec ma paire de chromosomes, qui porte ici, sur le même chromosome, les 2 gènes. Bien. Je croise l'individu homozygote P1 avec l'individu homozygote P2, et j'obtiens que des drosophiles qui sont ici, corps gris, L longue. Alors, j'arrive au bout de ma vidéo parce que j'ai un temps imparti de 15 minutes et j'aurai pas le temps de tout finir si je continue maintenant. Donc, vous allez tout de suite enchaîner avec la 3e vidéo pour comprendre ce que c'est que ce brassage intrachromosomique.